Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va parler de Bitcoin. Énormément de gens me demandent est-ce qu'il faut toujours suivre Bitcoin? Et je surprends certaines discussions où des jeunes spéculateurs expliquent qu'ils n'ont pas de Bitcoin dans leur portefeuille, qu'ils s'intéressent à d'autres crypto-monnaies, qu'ils utilisent d'autres crypto-monnaies, qu'ils ne voient pas vraiment l'intérêt de passer du temps à comprendre Bitcoin, ses fondements, sa techno et globalement ce qu'il a apporté à l'écosystème. Ce que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo, c'est que ce soit pour ces valeurs qui, je trouve, sont un point incontournable, ou pour sa technologie, qui est quand même le coup de feu et le lancement de cette fameuse course à la blockchain et à la technologie crypto, ou que ce soit pour les purs spéculateurs qui, eux, viennent s'intéresser à d'autres crypto-monnaies uniquement pour gagner de l'argent ou encore à la finance décentralisée ou même aux NFT, ne pas suivre Bitcoin, ne pas essayer de le comprendre, c'est une erreur et ça peut porter préjudice aussi bien aux spéculateurs qui est là que pour faire de l'argent, qu'aux personnes qui essayent de comprendre comment se développe cet écosystème sans même comprendre le premier chapitre de cette folie que sont les crypto-monnaies aujourd'hui, le Bitcoin. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en 2016-2017, quand j'ai vraiment commencé à faire des vidéos sur les crypto-monnaies, c'était impossible de passer à côté de Bitcoin. Impossible pour la simple raison qu'il n'y avait pas grand-chose. Bitcoin était à la fois le porteur du message, c'était également lui qui montrait que c'était possible de faire des transactions de façon décentralisée, c'était, et c'est toujours d'ailleurs la crypto-monnaie qui a le plus de valeur, et en plus de ça, il n'y avait pas grand-chose. Il y en avait peut-être une dizaine, et dans les 10, on en avait peut-être 3-4 auprès desquels on pouvait porter de l'intérêt et qui avaient, on va dire, des fondamentaux légèrement différents. Aujourd'hui, il y a tellement de crypto-monnaies, tellement de solutions et on commence tellement à rentrer dans l'usage, dans l'utilisation, qu'on propose des couches de simplicité. On essaye d'aller directement à l'utilisation sans même comprendre comment ça fonctionne. Ce qui est un peu normal, si vous regardez Internet aujourd'hui, on n'est plus là à vous expliquer comment fonctionne le protocole TCP/IP, on est directement là à vous proposer une application pour appeler vos amis et pour envoyer des photos, par exemple. Eh bien, c'est à peu près la même chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui, dans leur portefeuille, ont plein de crypto-monnaies différentes, mais n'ont même pas pris le temps de lire le white paper de Bitcoin, ou du moins de comprendre les quelques premières histoires porteuses du monde des crypto-monnaies que nous avons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible d'investir dans les crypto-monnaies sans s'intéresser à Bitcoin, et je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo que c'est une bêtise de ne pas porter son intérêt sur Bitcoin, qui est toujours le cœur, mais aussi le cerveau de cet écosystème. Alors déjà, quelques grosses valeurs qu'a instauré Bitcoin et qui sont toujours aujourd'hui des sujets centraux pour la plupart des projets. Déjà, il y a la décentralisation. Rappelons que c'est Bitcoin, la toute première blockchain, qui permet à des particuliers d'échanger de la valeur entre eux sans tiers de confiance. D'accord ? La base de décentralisation, c'est toujours un sujet très discuté ou très discutable pour énormément de blockchains, même les plus grosses blockchains d'infrastructure qui sont en vogue en ce moment. Ensuite, la transparence de ce réseau. Pour être bien sûr que ce soit décentralisé et que personne abuse de ce réseau, il doit être transparent. On doit pouvoir consulter qui le valide, qui est-ce qui a la main mise sur ce réseau, sur la gouvernance, etc. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'on peut d'ailleurs vérifier que ce soit bien décentralisé et que ce soit bien gouverné par tous ses utilisateurs et non pas par une poignée de personnes. Un point technique aussi que je voulais aborder, c'est la fameuse supply limitée de Bitcoin. On sait qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Ce point-là est assez important, surtout en ce moment, et on commence à en entendre beaucoup parler, parce qu'on est dans une période où on a imprimé énormément d'euros et énormément de dollars, plus de 50% des dollars américains en circulation ont été imprimés dans les 6 derniers mois. Et on se retrouve aujourd'hui aux États-Unis avec 7% d'inflation. C'est-à-dire que si on met de l'argent sur un compte en banque, en un an, ça perd 7% de sa valorisation. Et globalement, à ce moment-là, on commence à se tourner vers d'autres modèles, des modèles où l'inflation peut être contrôlée, voire même totalement limitée, car mathématiquement impossible. Une seule personne ne peut pas décider d'imprimer des nouveaux bitcoins. Cette supply limitée inspire d'autres crypto-monnaies. Et vous vous rendrez compte encore une fois que beaucoup de cryptos ont des problèmes et des fois des prises de valeur parce qu'elles maîtrisent leur supply. Soit il y a des burns, un mécanisme de burn qui va venir brûler des jetons et donc augmenter la rareté de ceux qui sont présents. C'est le même mécanisme que celui de la supply limitée de Bitcoin qui est utilisé pour essayer de faire prendre de la valeur à d'autres projets et d'autres tokens. Et donc bien que ce soit des méthodes qui à l'origine ont été connues pour la première fois sur Bitcoin, elles vont être reprises et utilisées par d'autres projets aujourd'hui pour justifier leur valeur, leur développement, etc., etc. Il y a d'autres notions très importantes dans les blockchains d'infrastructure, les blockchains sur lesquelles on peut créer sa crypto-monnaie. On va avoir également ce fameux triangle entre la sécurité, la décentralisation du réseau et sa scalabilité. Ça sert à rien d'être totalement sécurisé si on peut faire une transaction tous les 5 ans et qu'elle coûte une fortune.
donc il faut être scalable également. Ça sert à rien d'être super scalable si en réalité c'est une base de données et qu'il y a 3 utilisateurs qui gèrent le truc, ça doit être contrôlé par monsieur tout le monde, et ça sert à rien d'être totalement décentralisé s'il y a des grosses failles de sécurité et que n'importe qui peut réussir à émettre plus de jetons qu'il n'en existe, par exemple. Donc c'est vraiment ce triangle-là, et bien qu'il y va y avoir plein de commentaires qui disent oui, je connais une première blockchain qui a réglé les 3, oui, cette blockchain-là est en avance de phase, la plupart, même des très très grosses, Avalanche, Solana, Elrond, Polkadot, Cardano, Atom, on pourrait en sortir énormément. La plupart des gros ont trouvé des débuts de réponse, ont trouvé des pistes, mais doivent encore faire de l'incrémentation, essayer, découvrir, tester, rencontrer des bugs, pour essayer finalement de proposer une solution qui répond au mieux à ces 3 problématiques et ce fameux triangle incontournable des fonctions que doivent couvrir une blockchain pour être efficace et une infrastructure fiable. Alors si je vous parle de tout ça, c'est parce que connaître ces fondements très importants que le Bitcoin a instaurés et ses différentes valeurs, ça va permettre de voir les prochaines tendances. C'est parce qu'on trouvait la blockchain Bitcoin pas suffisamment scalable qu'il y a eu d'autres blockchains d'infrastructure qui sont venus et qui ont essayé de penser ça différemment. Et les problèmes qu'on rencontre, c'est que jusqu'à présent, aucune blockchain n'est aussi sécurisée que Bitcoin. Bien qu'on ait réussi à avoir des solutions qui, sur le papier et sur le layer 1, sont plus scalables que Bitcoin, eh bien pour garder la sécurité de Bitcoin, il y en a qui, eux, ont créé des solutions par-dessus Bitcoin, des solutions comme par exemple le Lightning Network. Donc ça vous permet en fait de partir des fondements et des points et des valeurs qu'on a essayé de couvrir avec Bitcoin pour comprendre quels points vont être améliorés ou du moins quels points vont essayer d'améliorer d'autres développeurs et d'autres projets pour pouvoir garder finalement l'œil sur ce qui est en train de se développer et là où la valeur va être captée dans le futur. Comme quoi, même pour un pur spéculateur, suivre Bitcoin et comprendre les grandes lignes qu'il a voulu poser, c'est indispensable. Et ensuite, parce que ça permet de définir en amont les problèmes qu'on va rencontrer. Aujourd'hui, tout le monde est par exemple dans la course à la scalabilité. Tout le monde essaye de faire la blockchain la plus rapide et la moins coûteuse. C'est très bien, mais on doit quand même avoir un minimum au niveau de la sécurité. Parce que sinon, ce sera remis en cause et la blockchain peut par exemple s'arrêter, rencontrer un problème, voire même quelqu'un pourrait abuser du code pour émettre des jetons, dépasser sa supply, etc., etc. Là où ça devient plus intéressant, c'est que du coup, au début, comme énormément de blockchains qui se veulent décentralisées en devenir, c'est-à-dire gouvernées par toute leur communauté, c'est un peu comme une fusée finalement. Quand on l'envoie, il faut quand même qu'il y ait un socle, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui prépare le décollage. Et donc les projets ne sont pas si décentralisés que ça au début. Ensuite, est-ce qu'ils vont devenir décentralisés dans le futur? Est-ce qu'ils vont tenir leurs promesses? Ça, on ne peut qu'attendre pour en être certain. Mais on sait très bien que quand on aura réglé les problèmes de scalabilité et qu'on aura 2-3 standards qui permettent de répondre aux besoins de la communauté en termes de rapidité et de faible coût, on va passer aux autres valeurs. Et donc là, on va zoomer tout de suite sur la sécurité, qui est déjà au cœur de différentes réflexions et de différents projets, et ensuite la décentralisation. En attendant, ce qu'on peut reprocher à beaucoup de blockchains qui sont déjà scalables, c'est leur manque de décentralisation, par exemple. Et donc ça permet de voir, dès qu'on analyse un projet, très rapidement où vont être ces prochains challenges, les prochains verrous techniques sur lesquels vont devoir innover l'équipe pour continuer à leur projet de progresser et naturellement à leur jeton de prendre de la valeur. Mais le Bitcoin, c'est aussi un métronome, puisque c'est lui qui va aller rythmer et donner une certaine cadence à l'évolution de ce marché. On sait que le marché des crypto-monnaies est cyclique. Il y a des phases de prise de valorisation, il y a des phases de correction, de stabilisation, et on recommence des cycles. Globalement, ou du moins jusqu'à présent, ce cycle a toujours été rythmé par les halving days du Bitcoin. Pour ceux qui connaissent pas les halving days, je vous redirige vers ma vidéo, que je vous invite réellement à regarder parce que c'est vraiment quelque chose d'important à connaître, puisque c'est quand même le coup de feu qui accélère la valorisation des crypto-monnaies tous les 4 ans, ou en tout cas depuis presque la création du Bitcoin, puisque la première grosse hausse phénoménale du Bitcoin était en 2013, quelques mois après le premier halving day, c'est-à-dire qu'il y avait plus 50 nouveaux Bitcoins par bloc, mais 25 nouveaux Bitcoins par bloc. On a divisé par 2, on a réduit par 2 du coup l'inflation. Là, on en revient à la valeur de tout à l'heure sur la supply et la vitesse d'émission d'un jeton, c'est très important. Et donc, dès qu'on touche à l'une de ces valeurs, techniquement, naturellement, ça va modifier la condition de marché. Et là, comme il y avait 2 fois moins de nouveaux bitcoins, eh bien, ça a augmenté la rareté du bitcoin, sa valeur. Et comme le bitcoin touche tout le marché, l'intégralité du marché a pris de la valeur. Les médias ont commencé à en parler. Un média qui parle des crypto-monnaies qui prennent de la valeur, ça fait plus de personnes qui s'y intéressent. Dans les gens qui s'y intéressent, il y a des spéculateurs, donc des investisseurs qui fournissent de l'argent pour développer des solutions, mais aussi des techs qui vont venir découvrir l'écosystème, s'imprégner de ses valeurs et finalement construire les solutions de demain. Et donc ce sont ces cycles qui ont en fait fait respirer l'écosystème crypto. Dans ces 4 ans-là, ça prend beaucoup de valeur, ça finit par se stabiliser, par redescendre, et 4 ans après, 2017,
Halving Day, quelques mois après, explosion de la valeur des crypto-monnaies. Et dans la vidéo que je vous invitais à regarder sur le halving, on était en 2020, et à ce moment-là, je vous expliquais qu'il allait y avoir un halving day, qu'on ne pouvait pas savoir si les crypto-monnaies allaient prendre de la valeur, mais que jusqu'à présent, ça avait toujours été le cas, et c'est ce qui est arrivé. Le Bitcoin a pris de la valeur, surmédiatisation, augmentation de l'intérêt. Cette fois-ci, il y avait tellement d'intérêt, il y a eu régulation et institutionnalisation de ce marché, donc des entreprises traditionnelles qui commencent à déverser encore plus de valeur et de volume dans cet écosystème, et pour finir, les autres crypto-monnaies qui ont pris de la valeur et d'autres solutions qui se sont créées. On en revient dans ce même cycle. Donc Bitcoin n'est pas simplement la personne qui a lancé le top départ des crypto-monnaies et qui aujourd'hui est la première page de l'écosystème que l'on étudie et que l'on développe tous les jours. C'est toujours lui qui mène la danse et c'est toujours lui qui va rythmer la façon dont se développent les projets. En tout cas, dans les cycles qu'on a pu observer jusqu'à aujourd'hui. Et en plus de ça, Bitcoin a toujours été celui qui est le premier montré du doigt, qui est en avant dès qu'il y a une prise de valorisation, et c'est lui qui représente à lui seul les crypto-monnaies. On le voit sur sa valorisation, il représente plus de 60% de toutes les crypto-monnaies, et dès qu'on en parle, dès que les médias en parlent, et dès que les gens entendent parler de coin pour la première fois, c'est le Bitcoin, en tout cas dans 90% des cas. Et donc c'est toujours lui, même dans le bouche à oreille, qui fait le travail de démocratisation, et donc ces valeurs qui se répandent. Et c'est pour ça que beaucoup de gens connaissent la décentralisation alors qu'ils utilisent plein d'autres coins aujourd'hui parce qu'ils se sont intéressés dans un premier lieu à Bitcoin, ses fondements et le pourquoi du comment. Mais c'est pas tout, c'est un calque de tendance au niveau de la valeur. Toutes les autres crypto-monnaies vont se positionner sur Bitcoin quand elles vont prendre ou perdre de la valeur. Alors déjà on le sait, globalement la plupart des altcoins, tout ce qui n'est pas Bitcoin, va prendre ou perdre de la valeur beaucoup plus vite que Bitcoin lui-même. Comme il y a déjà plus de volume, il est moins volatile. C'est-à-dire que s'il y a des vendeurs, ça va faire beaucoup plus d'impact sur une jeune crypto-monnaie avec très peu de volume que sur le Bitcoin qui commence à être assez gros. Bien qu'encore très volatile, le Bitcoin perd de la volatilité au fil du temps. C'est-à-dire qu'en 2013, il était parti de quelques dizaines de dollars pour taper les 1200 dollars pièce. C'était un énorme multiple. Ensuite, il était redescendu à 200-300 dollars. En 2017, il était parti de 200-300 dollars pour aller taper les 20 000 dollars. C'était encore un gros multiple, mais quand même beaucoup plus faible que celui de 2013. Et là où on regarde à chaque fois les tops, eh bien sur le top de 2013, on avait un Bitcoin à 1200 dollars. Sur le top de 2020 à 20 000 dollars, à peu près x15, x20. Eh bien, si on regarde aujourd'hui, 2021, il y a eu une nouvelle appréciation et valorisation des crypto-monnaies. Le Bitcoin a tapé les 67, 68 000 dollars, c'est-à-dire à peu près 3,5 fois plus qu'en 2017. Donc, bien qu'il continue à prendre de la valeur, sa volatilité, l'amplitude de ses prises et de ses pertes de valeur en pourcentage est en train naturellement de se calmer, comme la plupart des assets. Dès que ça devient très volumineux et que c'est un énorme marché, la volatilité va s'estomper. Et c'est d'ailleurs l'une des grosses raisons qui font que beaucoup de gens n'ont pas spécialement envie d'avoir de Bitcoin dans leur portefeuille parce qu'ils découvrent des crypto-monnaies plus récentes, bien plus dangereuses, qui ne portent absolument pas ces valeurs, mais qui peuvent très vite monter à la hausse ou à la baisse. Et donc un spéculateur qui veut gagner de l'argent tout de suite, très court terme, eh ben, il va s'intéresser à d'autres valeurs que Bitcoin. Bien que pour quelqu'un qui investit dans la finance traditionnelle, Bitcoin est déjà très volatile. Vous n'imaginez pas comment c'est vu par les financiers traditionnels, les jeunes crypto-monnaies qui peuvent faire x3 dans la journée. C'est de la folie. Et d'ailleurs, sur du très court terme et sur des très jeunes crypto-monnaies, on se rapproche du gambling et du pari hasardeux que de l'investissement fondamental dans une technologie, évidemment. Mais là où je vous parle de valeur, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que Bitcoin est la référence de toutes les autres crypto-monnaies. Là où les gros coins comme par exemple Ether ou encore Polkadot vont avoir une cotation en euros, en dollars, en yuan en fonction des pays dans le monde, ils vont être cotés donc contre d'autres monnaies fiat. La plupart des coins, un bon 90%, même beaucoup plus, vont avoir une cotation en Bitcoin. C'est-à-dire qu'une jeune crypto-monnaie, on va dire un jeton égale 0,00017 Bitcoin, par exemple. Ce qui veut donc dire par définition que si je vous dis, voilà, cet objet, ça vaut 0,1 Bitcoin, l'objet n'est pas adapté du tout à la valeur exemple que j'ai donnée, eh bien, si le Bitcoin est divisé par 2 dans la nuit, cet objet vaut 2 fois moins. En tout cas, quand on va reconvertir ces Bitcoins en euros ou en dollars. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le Bitcoin perd de la valeur, tout le marché est affecté. Et vous l'avez déjà vu. C'est-à-dire que quand le Bitcoin est dans le rouge et quand le Bitcoin perd 10%, il est très rare que le top 20 des crypto-monnaies se porte bien. Généralement, c'est catastrophique. Et on regarde Bitcoin comme étant très clairement la météo de l'intégralité du marché. Ça va même affecter les esprits. C'est même psychologique. C'est-à-dire que les jeunes crypto-monnaies qui se lancent et qui font des public sales, le public sale, c'est le moment où on va vendre pour la première fois ces jetons à monsieur tout le monde, au marché, au public. Et bien, à ce moment-là, si le Bitcoin s'est cassé la figure dans la journée, la public sale peut avoir 2 à 3 fois moins de succès. Simplement parce que tout
tout le monde sait que quand le marché va mal, quand le marché saigne, comme on dit, et que toutes les crypto-monnaies perdent de la valeur parce que Bitcoin tire la tronche, pour faire très simple, tous les nouveaux projets qui arrivent sur le marché ce jour-là prennent très cher, ou tout du moins ne profitent pas de la confiance que peut apporter un bon Bitcoin qui a pris 7, 10 voire 15% de valeur dans la journée. Il y a des jeunes projets qui peuvent aller du simple au double sur leur levée de fonds en fonction de l'état du Bitcoin le jour même. Pour vous dire à quel point sur ce jeune marché, la psychologie et la tendance globale que donne Bitcoin est importante sur la valorisation et sur les réussites des différents lancements de nouveaux tokens. Je bosse avec énormément d'entreprises qui lancent leurs tokens. Il est très commun de voir des changements de date, des postpones, qui se font simplement parce qu'en ce moment le marché va pas bien et qu'on sait que si on lance, on va avoir de mauvais résultats. C'est assez dingue. Alors en plus d'être un métronome et d'être un calque au niveau de la valeur et de représenter tout le marché, très clairement, Bitcoin c'est également la base de la législation. C'est-à-dire que c'est pour Bitcoin qu'à la base on a régulé les crypto-monnaies. Cette régulation a fait rentrer des flux qui viennent du monde institutionnel, des beaucoup plus grosses valeurs d'investissement. Les entreprises et les institutions financières vont investir en millions, dizaines, centaines de millions, voire milliards de dollars pour les plus grosses entreprises. Et donc naturellement, ça va affecter le marché beaucoup plus que plein de petits particuliers. C'est Bitcoin qui a apporté les premières réflexions sur la régulation et sur la structuration de ce marché. Mais c'est pas tout. Les premiers produits financiers régulés, comme par exemple les ETF, ont été basés sur le Bitcoin, parce que naturellement, il faut un certain volume et certains critères pour pouvoir faire un ETF, et c'était très dur d'introduire un token que personne ne connaît. Alors que Bitcoin, lui, a un track record. Ça fait 12 ans qu'il est là, on commence à observer son fonctionnement, on commence à comprendre comment il tourne, comment il fonctionne, et il y a surtout eu beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui ont travaillé à essayer de proposer et faire une demande en bonne et due forme pour créer un ETF et donc un produit financier régulé sur le Bitcoin. C'est donc lui aussi qui a été le premier exemple. Et puis même dans certaines adoptions publiques, quand on regarde le Salvador et le fait que ce soit le premier pays à avoir fait du Bitcoin sa monnaie légale, on aurait été assez surpris que ce soit une toute petite crypto-monnaie sans volume. C'était naturellement le géant, la crypto-monnaie qui a été la plus résiliente, qui a tenu ses promesses et qui a surtout tenu dans le temps, qui a pu être adoptée par un pays et qui a apporté une solution par l'usage à ses citoyens et aux gens qui l'utilisent. Ce qui est important là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de régulations qui vont arriver et qui vont s'adresser dans un premier temps à Bitcoin. Les gens vont regarder comment il fonctionne, quelles sont les potentielles dérives, mais quels sont les potentiels bons côtés que peut apporter cette technologie. Et le cadre juridique des autorisations et des interdictions sur les crypto-monnaies vont être pensés à travers le spectre de Bitcoin. Alors évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a maintenant la DeFi, les NFT, il y a tout ce qui est en tendance, qui va intéresser le régulateur naturellement. Mais c'est en partant de Bitcoin et de sa compréhension qu'on va définir les premières pages de cette régulation. Et c'est pour ça que c'est important. Ce que je veux vous dire, c'est quelqu'un qui entend parler d'une interdiction d'un des fondamentaux de Bitcoin ou d'une de ses méthodes de fonctionnement et qui se dit c'est pas grave, moi Bitcoin ça ne m'intéresse pas, je suis sur une autre crypto-monnaie, ben c'est quelqu'un qui a simplement pas compris que si ça s'appliquait au Bitcoin, ça arriverait tôt ou tard aux autres crypto-monnaies, pour ne pas dire simplement en même temps, parce que la plupart du temps quand il y a un cadre qui est défini pour Bitcoin et pour les cryptos, ça les touche toutes instantanément. Alors je voulais conclure cette vidéo par répondre à la question qu'est-ce qui se passe si une crypto-monnaie obtient plus de valeur que Bitcoin. Bitcoin a toujours été le numéro 1, aujourd'hui il représente 60% de la valeur de toutes les crypto-monnaies, mais en 2017, l'Ether avait failli passer devant. Et beaucoup de gens disent que ça n'arrivera jamais, et surtout beaucoup de gens se demandent mais qu'est-ce que ça va faire finalement si une crypto-monnaie vaut plus que Bitcoin? Et c'est par cette question que je vais clôturer cette vidéo. De mon point de vue, je pense que ça ne changerait rien. C'est-à-dire que si une crypto-monnaie obtenait plus de valeur que Bitcoin, ça ne remettrait rien en cause sur la position et sur la façon dont Bitcoin fait les choses. En réalité, ça voudrait juste dire qu'en prenant le prix d'un jeton multiplié par tous ceux qui existent, ça vaut plus que la valorisation de tous les Bitcoins en circulation. Globalement, on pourrait trouver un nouveau métaux précieux aujourd'hui, il pourrait avoir plus de valeur que l'or, ça ne remettrait pas en cause la position et l'utilité de l'or dans les métaux précieux dans le monde. Eh bien, c'est pareil pour Bitcoin. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a à boire et à manger derrière. On peut faire une crypto-monnaie qui est pas transparente, qui est centralisée, qui est gouvernée par quelques personnes et dont la supply, donc la quantité de crypto-monnaie, peut être augmentée ou diminuée comme l'euro ou comme le dollar. Ça peut porter le nom de crypto-monnaie parce que ça peut être une monnaie basée sur la blockchain ou une monnaie basée sur des technologies cryptographiques, mais ça n'aurait rien à voir avec Bitcoin. C'est ça qui est déjà dur à comprendre. Quand on parle de crypto-monnaie, Bitcoin comparé à d'autres cryptos, ça n'a rien à voir. Il faut bien l'avoir en tête. Et donc, naturellement, il pourrait très bien un jour avoir un pays qui dit, bon, bah, je sais pas moi, l'Union européenne, qui crée un crypto-euro, qui en crée plus de 3000 milliards, et dire que le crypto-euro a plus de valeur que le Bitcoin sur le marché. Ouais, mais ça ne voudrait rien dire. D'ailleurs, on pourrait même pas le prendre en compte, je pense, et on pourrait même pas le comparer aux autres crypto-monnaies, car c'est tellement différent, ça suit pas les mêmes règles et absolument pas les mêmes valeurs, c'est incomparable au Bitcoin. Donc même si Bitcoin un jour est dépassé, je pense qu'il ne pourra y avoir réellement un problème que s'il y a une contre-indication et s'il y a un dépassement au niveau non seulement de la valeur, mais en même temps de la décentralisation, de sa sécurité
sécurité et de toutes les valeurs que Bitcoin a portées et a instaurées dans cet écosystème. C'est pas pour demain, je vous le garantis, et puis ça fait déjà 12 ans que tout le monde essaye de faire mieux que le Bitcoin, voire le nouveau Bitcoin, entre guillemets, qui est la phrase la plus utilisée pour accrocher des débutants et les faire tomber dans des arnaques. Eh bien, on n'est pas prêt de voir une nouvelle technologie dépasser Bitcoin, aussi bien dans ses fondamentaux que dans sa technologie et les valeurs communautaires qu'il a apportées avec lui. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que j'ai parlé à beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Beaucoup de gens qui pensent que Bitcoin n'est pas nécessaire à cet écosystème, et bien qu'il soit encore minoritaire, je vous l'accorde, j'ai bien conscience que plus il va y avoir de crypto-monnaies, plus il y aura de solutions simples à utiliser sans avoir à comprendre ce qu'il y a derrière, plus on va se détourner de Bitcoin, pas parce qu'il ne nous intéresse pas, mais parce qu'on n'aura plus besoin de s'y intéresser pour comprendre ce que l'on fait. Et je me suis rendu compte quand même que spéculateur ou non, Bitcoin est vraiment la marque que je garde dans mon portefeuille, que je suis et que j'essaye de comprendre pour vraiment avoir une overview complète de l'écosystème des crypto-monnaies et des solutions qui vont être développées. Et de la même façon, il y a eu plein de crypto-monnaies, j'en ai croisé plein, des crypto-monnaies auxquelles je croyais profondément et qui se sont cassées la figure, des crypto-monnaies auxquelles je crois toujours aujourd'hui très fort, mais qui ont encore des problèmes, des bugs et qui vont rencontrer encore énormément d'obstacles à franchir. En attendant, une chose est sûre, plus je comprends cet écosystème, plus je travaille dessus, plus j'avance et plus j'essaye d'aller en profondeur dans les choses, plus je me dis que j'ai pas assez de Bitcoin et que c'est quand même ça le socle fondamental qui doit constituer un portefeuille bien réfléchi quand on veut prendre des risques dans les crypto-monnaies. Ça reste volatile, c'est encore très jeune, mais constituer son portefeuille crypto et ne même pas avoir une base de Bitcoin, c'est clairement avoir raté quelque chose qui pour moi est fondamental dans sa découverte de l'écosystème crypto. C'était Asher, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis ça parce qu'en ce moment je travaille sur la mise à jour Taproot de Bitcoin et croyez-moi, je vais essayer de simplifier et de vulgariser quelque chose qui n'est pas si simple que ça, et je continue d'essayer de creuser, de comprendre Bitcoin, bien que ce soit un puits sans fin. Dès qu'on creuse, il y a toujours plus complexe, on peut toujours aller plus profond. Bitcoin est une sacrée horloge qui fonctionne parfaitement depuis 2012, c'est assez fou, et je suis toujours aussi passionné de découvrir ce qui a été créé en 2009 et qui a été le socle de tout ce que nous connaissons dans cet écosystème aujourd'hui. J'espère que vous êtes abonnés, que vous avez mis un petit pouce bleu. Si vous avez des commentaires, des avis, je les attends et j'essaierai de répondre aux plus pertinents d'entre eux. Et si on se revoit pas et que vous le fêtez, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Au revoir.